Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler des galeries éditions de chez Marvel. Non, pas les galeries éditions de chez Graffiti Design, mais les galeries éditions de chez Marvel. Il manque vraiment d'imagination ces éditeurs. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, Marvel a sorti 9 albums dans cette collection. Je ne vais vous parler que de ceux que je possède. Cette collection est bizarre, dans le sens où elle n'est pas homogène. Les dos sont de couleurs différentes, ce qui peut gêner les lecteurs qui classent leurs livres par collection. Ce qui n'est pas mon cas, je classe mes livres par artiste. L'épaisseur de chaque ouvrage est également différente. Elle dépend du nombre d'épisodes rassemblés ainsi que de leur bonus, quand il y en a. La taille de tous les volumes que je possède est identique. Cette taille est sensiblement supérieure à celle d'un comics habituel, mais elle est moins grande que celle d'un artiste édition. La première fois que j'ai entendu parler de cette collection, c'est l'un de mes abonnés, salut Fabrice, qui m'avait présenté son album des X-Men par Neil Adams. J'avoue que l'intérêt du bouquin m'avait échappé à l'époque, car je possédais déjà un trade paperback tout à fait correct, qui me convenait parfaitement. Mais il y a une chose que Fabrice m'avait dit, qui m'avait marqué à l'époque, c'est que le bouquin étant plus grand que les comics normaux, la taille des textes est également plus grande. Et sa vue baissant avec l'âge, c'était un argument non négligeable pour lui. Ce qui n'était pas l'argument hier pour moi, l'est aujourd'hui, et le sera peut-être pour vous demain. Étonnant, non? Il y a aussi le fait que les couleurs sont proches de celles utilisées à l'origine, au lieu d'être hyper saturées comme celles des omnibus. Je pense que ça vient en partie du papier, qui est plus mat que le papier couché utilisé pour les omnibus. Regardons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. La mort de Captain Marvel. Cet album est très bien fait car il regroupe les événements marquants du bon Captain. Il y a le Marvel Super Heroes 12 et 13, Captain Marvel 1 et 34, Marvel Spotlight 1 et 2, Marvel Graphic Novel The Death of Captain Marvel. On commence par Marvel Super Heroes featuring Captain Marvel. Donc c'est le premier épisode avec Gene Colan et Stan Lee, le 12 et le 13. Ensuite on a le fameux 34 où Captain Marvel est victime de Nitro. Même sans savoir que cet épisode allait être tellement important dans la vie du Captain, je me rappelle, je l'avais adoré quand je l'avais lu dans Strange à l'époque. Je trouvais toujours super impressionnant ce genre de cartouche mis en fond, parce que je ne comprenais pas comment un artiste pouvait penser à faire ce genre de truc. Je veux dire, c'est quoi ce cartouche? Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a aucun rapport avec le dessin. Il remplit le fond pour éviter qu'il y ait un fond blanc. Mais Starlin faisait beaucoup ça dans les années 70. Et j'étais toujours estomaqué en me disant, mais qu'est-ce qui le pousse à mettre ce genre de cartouche ici et puis pas là, par exemple? Ici, il met un vrai décor, et ici, il met donc ce cartouche. Pourquoi? Marvel Spotlight, numéro 1, numéro 2, qui ont été publiés dans Titan, si je ne m'abuse. La mort de Captain Marvel. Bon, je dois dire que la mort de Captain Marvel, je ne l'avais pas aimé, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, dans ma chaîne précédente, je ne l'avais pas aimé pour deux raisons. La première, c'est que c'était très mal imprimé. Là, je suis content de dire que c'est très bien imprimé. C'était pas la faute de Lug, hein. Je l'avais lu dans le premier graphic novel de Lug. C'était pas la faute de Lug, mais c'était très mal repéré. C'est-à-dire que le rouge, par exemple, sortait et bavait sur l'extérieur. Le bleu, pareil. Donc tout était décalé, ça donnait une espèce de fausse 3D, et c'était hyper moche. Et moi, c'est le genre de détail qui m'empêche de me plonger dans une histoire, d'une part. Et d'autre part, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Marvel meurt du cancer. Et ce que je trouvais insupportable, c'est que tout à la fin, alors qu'il est censé donc être victime du cancer, le cancer réduit physiquement les gens. C'est-à-dire qu'ils perdent toute leur masse musculaire, il n'y a plus que la peau sur les os. Pour ceux qui ne sont pas au courant, regardez donc les dernières images de George Pérez, par exemple, qui est mort très récemment du cancer, il avait vraiment plus que la peau sur les os. Voir ici donc un Captain Marvel qui est super bien musclé encore, alors qu'il est littéralement sur son lit de mort, je trouve ça insupportable. Et donc, comme je l'avais démontré dans une précédente vidéo, c'est pas que Jim Starlin ne sait pas dessiner des gens diminués physiquement, c'est juste un choix. Il avait décidé donc de le montrer toujours très musclé. Et pour moi, ça enlève énormément à l'impact de cette BD. Mais je sais que je suis une minorité là-dedans. En fait, l'album se termine avec juste une couverture d'une réimpression. Autant je trouve que l'album en lui-même est superbe, bien fait, bien imprimé, bon papier, autant je trouve vraiment très dommage qu'il n'y ait aucun bonus. C'est le seul album que je possède dans cette collection qui n'ait aucun bonus.
Mais pour les gens qui n'ont pas envie justement de s'acheter tous les épisodes du Captain Marvel, et certains sont quand même relativement chers, eh bien cet album est parfait. C'est un résumé parfait de la carrière de Captain Marvel. Les X-Men par Neil Adams, cet album reprend les épisodes suivants. X-Men 56 à 63, 65. Donc cet album reprend tous les épisodes dessinés par Neil Adams. Pour l'anecdote, il existe une première version de cette couverture. La voici. Cette version a été refusée par Marvel parce que les X-Men couvraient le logo X-Men. Neil Adams a été furieux. Lorsque Marvel lui a proposé de travailler pour eux, ils lui ont dit « Quelle série veux-tu prendre ? Spider-Man, les 4 Fantastiques ?» Et il a dit « Non, donnez-moi votre série qui se vend le plus mal. » Parce qu'il voulait expérimenter visuellement et il ne voulait pas, disons, descendre une des séries les plus importantes de Marvel. Et au contraire, il voulait donc expérimenter sur une série qui se vendait très mal, en disant qu'il ne pouvait pas faire plus de dégâts que ce qui se passait déjà à l'époque. Donc, ils lui ont filé les X-Men. Et il a décidé donc de couvrir le logo des X-Men avec les personnages, et Marvel a refusé en disant que mais on ne pourrait pas lire le titre. Et lui a dit mais si la série se vend pas, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais bon, d'accord. C'est un professionnel, donc il a refait sa couverture. Alors ensuite, je ne reviendrai pas dessus, je pense que tout le monde connaît les X-Men par Neil Adams. Je trouve que certaines cases sont fabuleuses, d'autres un petit peu moins. Dans l'ensemble, c'est excellent, c'est exceptionnel. Ça m'avait énormément marqué quand je les avais découverts. Parce que j'ai découvert ça dans les années 80. Bon, c'était dessiné dans les années 70. Mais même dans les années 80, c'était avant-gardiste. Une planche comme celle-ci, même à l'heure actuelle, n'a pas été égalée. C'est un travail magnifique, à la fois de découpage et au niveau réalisme, des poses, des visages. Bon, je ne m'attarderai pas plus qu'il n'ait raison. Cette case, elle est toujours dans ma mémoire, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, on a les bonus. Donc, quelques planches originales. Et ensuite, on a les mises en couleur par Neil Adams. Comme d'habitude, des couvertures qui ont été faites pour des réimpressions. Ça a été le trade paperback que j'avais acheté avant de le revendre et puis de m'acheter donc cette galerie édition. Et comme toujours, un petit descriptif de la carrière des principaux auteurs. Warlock, cet album reprend les épisodes suivants. Strange Tales 178 à 181, Warlock 9 à 15, Avengers Annual 7, Marvel 2-in-1 Annual 2. Peut-être mon album préféré des galeries édition, le Warlock par Jim Starlin. Warlock, pour moi, a toujours eu une importance un peu spéciale dans le monde de Marvel. Je l'ai découvert en noir et blanc dans, je crois que c'était Eclipso. C'était les comics pocket de Haredi. Ça, c'est assez fabuleux comme page, je trouve. Et donc cet album reprend tous les épisodes de Warlock. Si vous n'avez pas envie de vous acheter les fascicules originaux, vous pouvez vous acheter cette galerie édition. Alors voilà un bonus vraiment super intéressant. C'est l'épisode perdu. C'était un épisode qui a été fait sans lien avec le reste de la série, mais qui servait de bouche-trou en cas où il y aurait justement un trou dans la publication. Et il aurait dû être pour le numéro 15 ou 16 de la série régulière. Il a été dessiné par l'artiste Alan Weiss, mais il a été accidentellement oublié à New York dans un taxi que les amis de Alan aidaient à décharger. L'histoire n'a jamais été complétée et Steve Leialoha a sauvé des photocopies des crayonnés qui n'ont pas été ancrés, ce qui nous permet donc d'avoir une idée du contenu de cette histoire. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'acheter cette galerie édition pour pouvoir lire tous les commentaires de Alan Weiss. Comme vous le constatez, plus on avance dans l'histoire, plus il y a des trous. C'est-à-dire que le début est vraiment bien dessiné, mais plus on avance, et puis il a passé du temps sur certaines cases, mais pas sur d'autres. Il y a 16 pages, je crois sur 21. Et après, comme presque toujours, avec les galeries éditions, il y a des reproductions de planches originales. Donc les Fantasy Masterpiece ont republié, en plus des histoires du Sauveur d'Argent, les histoires de Warlock, différents types de réimpressions.
avec des couvertures originales de Jim Starlin. Toujours des couvertures de réédition. Et une présentation de Jim Starlin. Un très bel album. Wolverine, Weapon X. Cet album reprend les épisodes suivants. Marvel Comics présente 72 à 84, Wolverine 166 et Uncanny X-Men 205. Juste à titre de comparaison, voici la version que j'ai en trade paperback. Donc vous voyez, la taille de la galerie édition est beaucoup plus grande. Tout de suite, on va comparer les couleurs. Franchement, j'aime beaucoup plus les couleurs de la galerie édition que celles du trade paperback qui sont vraiment saturées. C'est complètement une histoire de goût. Ça ne me dérangeait pas avant de le voir dans le trade paperback. Maintenant que j'ai la galerie édition, je me dis non, je préfère vraiment la galerie édition. J'ai lu sur internet des commentaires inverses. Des gens qui préfèrent la version trade paperback ou la version originale, en disant que pour une raison inconnue, Marvel a désaturé les couleurs. Moi, je préfère vraiment que ce soit désaturé. Ça permet de voir beaucoup plus de détails. Quand vous voyez Serval ici, je trouve qu'on perd du détail, tout s'assombrit. Mais bon, ça reste vraiment une histoire de goût. Sinon, cette galerie édition donc, comprend tous les épisodes. C'est juste un plus grand format. Ça permet de mieux se rendre compte de l'impact de certaines cases. En 2001, Barry Windsor-Smith a illustré une séquence de flashback qui se passait durant le Weapon X. Donc ça, le flashback a été présenté dans Wolverine 166 et 167. Ensuite, on a droit à Uncanny X-Men 205, qui pour moi reste l'un des meilleurs travaux de Barry Windsor-Smith. C'est absolument fabuleux. Le loup blessé. C'est la première fois que j'avais pris conscience du fait que Barry Windsor-Smith utilise beaucoup la météo pour, camoufler l'absence de décor. Non, c'est pas vrai, parce que c'est pas du camouflage dans le sens où il faut dessiner quand même tous les flocons. Et c'est ce qu'il fait. Il dessine tous les flocons. Regardez bien, ils sont tous détourés en noir. Il n'a pas juste pris une brosse à dents, de la gouache blanche et aspergé toute la page. Il a pris la peine de dessiner chaque flocon un par un. Donc c'est un travail de fou. Ce genre d'image, par exemple, ne peut être mise en couleur que par Barry Windsor-Smith. Il est quasiment impossible de savoir où commence la neige, où commence la lumière. C'est lui qui décide ça. Puis bon, la scène de baston à la fin, oh là là. Lady Deathstrike. Et puis ensuite, donc on a toutes les couvertures du Marvel Comics Presents en guise de bonus, dans lesquelles était publié à l'origine Weapon X. Ces formats galerie édition sont suffisamment grands pour qu'on ait presque l'impression d'avoir un grand format de IDW. Donc merci Marvel pour avoir republié ces planches originales à la fin. Il y en a beaucoup, enfin plusieurs. Je ne les montre pas toutes. Là c'est Sam Kiss, l'auteur du Max, qui a fait une couverture mais qui n'a pas été utilisée. C'est bien dommage. Sam Kiss est un dieu et il a dessiné une série de couvertures pour Serval qui sont restées dans la mémoire collective. Un jour, il faudra que je vous parle de Sam Kiss, plus en détail. Et donc bon, les bonus de fin, c'est les différentes couvertures faites pour les différentes éditions collectant tous les épisodes de Marvel Comics Presents. Et on termine par l'habituelle présentation des artistes et auteurs. Marvel a fait du très bon travail avec cette édition. Daredevil Elektra Love and War, c'est le tout premier galerie édition que j'ai acheté, sans savoir que c'était un galerie édition. Il est absolument superbe. Il rassemble les travaux conjoints de Frank Miller et Bill Sienkiewicz. Frank Miller au scénario, Sienkiewicz au dessin peinture. Il y a deux histoires dedans. Donc d'une part, il y a Love and War, et d'autre part, il y a Elektra Assassin. Love and War, je l'ai acheté à sa sortie, c'était en 92, il me semble. J'avais détesté. J'avais détesté parce que je venais de lire justement Elektra Assassin, que j'avais adoré, qui a été pendant très longtemps ma Bible, mon livre de chevet. Je l'ai lu, relu, surrelu, et je m'attendais à un délire graphique dans le même ordre d'idées pour Love and War. Et donc je suis tombé sur le caïd
qui avait un côté Tex Avery, comme ici. Et j'avais détesté ça. Mais ce qu'ils appellent vraiment détester ça. Sienkiewicz, je m'attendais à ce genre de dessin, donc photoréaliste, ou des exagérations, ou comme ici, donc un dessin, quasiment une esquisse, faite à la plume ou au stylo feutre. Mais je ne m'attendais pas à ce genre de dessin à Tex Avery. Et ouais, j'avais détesté ça. Et maintenant, je dois dire que j'aime beaucoup. Parce que bon, moi, je le prends comme la prolongation, la suite logique dans le développement artistique de Sienkiewicz en tant qu'artiste, en tant qu'auteur à part entière. Il y a des dessins comme celui-ci qui me rappellent beaucoup ce que Sienkiewicz a fait pour son album sur Jimi Hendrix. Ici, comme vous voyez, il dessine le bruitage qui s'intègre donc à la planche. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc, on a cet album qui est simplement une histoire où Matt Murdock sauve la femme du caïd. Il y a une histoire avec un tueur fou. C'est un grand classique des histoires de Frank Miller et Bill Sienkiewicz, les tueurs fous. Ouais, je me souviens que j'aimais pas non plus la façon dont il déformait le corps de Daredevil. L'élongation du corps, ça permet de représenter graphiquement le fait que Daredevil est dans le vide et qu'il risque donc de tomber à n'importe quel moment et de chuter et de mourir. Mais en même temps, je déteste ça. Alors, je me dis, Sienkiewicz, c'est un artiste à part entière, il sait parfaitement dessiner le corps humain. Pourquoi est-ce qu'il déforme le corps humain de cette façon-là? La solitude du caïd, c'est assez fabuleux comme planche. Donc là, il y a la représentation graphique du chevalier qui vient secourir sa belle. Ça, j'adore par contre. Déjà à l'époque, j'avais adoré. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est toujours du Tex Avery. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose dans cette composition qui fait que cette planche fonctionnait il y a 30 ans de ça, et elle fonctionne toujours maintenant. C'est cool. Et donc, on arrive à Elektra Assassin. Elektra Assassin, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que c'est représenté graphiquement, déjà d'une part. Donc, on voit ici un dessin enfantin représentant l'enfance plus ou moins fantasmée de Elektra. Et ici, le photoréalisme, ça représente ce qui se passe dans le présent. Et dans le présent, elle prend des électrochocs dans un asile de fous. Et oui, enfin, l'histoire est vraiment spéciale. Elektra Assassin raconte l'histoire de Elektra avant qu'elle ne retrouve Daredevil. Ça explique comment et pourquoi elle est devenue une tueuse. C'est absolument fabuleux. Tant en termes de narration visuelle qu'en termes de narration écrite. Là, franchement, Frank Miller et Bill Sienkiewicz, ils ont fait une œuvre d'art. Il n'y a rien qui puisse se comparer à ça. Vous voyez, une fois de plus, on est dans le dessin enfantin, mais elle a déjà vieilli un petit peu, donc c'est moins enfantin. C'est toujours le réalisme du maintenant. Et on a aussi donc tous les dessins enfantins sont très colorés, et maintenant c'est très terne, morne, déprimant. Ici on a Matt Murdock. Je crois que c'est la seule image, enfin ici aussi, c'est les deux seules images qu'on a de Matt Murdock durant tous les 6 épisodes de Elektra Assassin. La bête. La bête qui est la représentation d'une espèce de dieu vénéré par la main, les tueurs ninja. Là c'est la représentation fantasmée de Elektra, la panthère, au milieu de la main, les loups. Et puis on comprend très bien ce qui se passe. Cette image-là est utilisée, je crois, en tant que poster pour faire la promotion de la série. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les épisodes, enfin toutes les pages, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc en gros, Elektra est embauchée pour tuer le président qui est en fait possédé par le monstre de la main. Et ce type-là, c'est un agent du SHIELD qui est censé surveiller Elektra, mais qui se fait posséder et manipuler par les pouvoirs mentaux d'Elektra. Parce que, bon, elle le manipule aussi sexuellement, donc elle lui fait croire des choses. Ce pauvre Garrett. Quand je vous dis qu'au niveau du scénario, c'est fabuleux, parce que donc, chaque personnage a droit à son lettrage. Ce qui permet quand même de s'y retrouver un petit peu. Je dis bien un petit peu. C'est très difficile à suivre. Il a fallu que je le lise plusieurs fois avant vraiment de commencer à comprendre. Et il y a toujours des trucs que je ne comprends pas dedans. Donc quand vous vous direz en le lisant « je n'y comprends rien », dites-vous que vous n'êtes pas le seul et qu'on est tous passés par là. Dans les bonus, on a différents articles et puis bien évidemment pas tout le travail, mais une partie du travail de recherche de Bill Sienkiewicz
pour trouver comment représenter graphiquement les différents protagonistes. Il y a également donc des planches comme ici. Vous pouvez comparer la planche peinte, et donc ce qu'il a envoyé à Frank Miller, et ensuite donc vous pouvez comparer ça avec les planches une fois qu'elles ont été lettrées. Donc vous voyez ici la page avec le lettrage, et donc là la page sans lettrage. Frank Miller a raconté plusieurs fois qu'il a dû adapter son script aux planches de Sienkiewicz. Quand il voyait ce que Sienkiewicz lui envoyait, ça lui faisait reformuler toute son histoire. Ensuite, on a toutes les couvertures. Comme toujours, donc des couvertures qui ont été faites spécialement pour les différentes éditions regroupant les épisodes de la série. Celui-ci, c'est celui que j'avais acheté. Enfin, cette couverture-là, c'est le trade paperback que j'avais acheté en américain. Et puis on a des travaux faits par Sienkiewicz sur Daredevil. Différentes couvertures. Puis différents types d'illustrations. Tout ça, c'est plus récent. J'ai jamais lu. Donc je savais même pas en fait qu'il y avait eu des séries sur Elektra plus récentes. J'adore cette couverture. Donc, une fois de plus, donc, si vous n'avez jamais acheté Elektra Assassin, ou Love and War, ou les deux, et si vous voulez les découvrir, je vous conseille vraiment cette édition, elle est superbe. Les galeries éditions se trouvent facilement aux USA, même s'il faut se méfier de ce que j'appelle les boursicoteurs. Que ce soit sur eBay ou Amazon, il est très facile de les trouver pour entre 40 et 60 $ pièce, soit usagés, soit neufs. Cependant, j'ai acheté tous les miens chez Barnes & Noble, c'est un espèce de Fnac américain, et je les ai payés en moyenne 25 à 80 $ pièce. Donc, beaucoup moins, frais de port gratuits, et sans enrichir donc, les boursicoteurs. Je ne dis pas que c'est la même chose en France, mais je vous conseille quand même de regarder chez votre libraire ou chez votre bouquiniste et pensez à comparer les prix. Pour conclure, je dirais que cette collection est excellente, tant en termes de contenant que de contenu. Cependant, méfiez-vous en ce qui concerne les bonus. Lisez bien le descriptif de chaque album, ou mieux, feuilletez-le avant de l'acheter. Vous risquez autrement peut-être d'être déçu par les bonus, si c'est ce que vous recherchez. Marvel a annoncé la sortie de 2 prochains galeries éditions, et je suis super excité par la sortie du Tournoi des Champions que j'ai découvert il y a très longtemps, j'avais 12-13 ans, pendant les vacances de Pâques, je m'en souviens encore. Il sortira le 22 juin aux USA. Ça va être encore un achat compulsif et nostalgique en ce qui me concerne. D'une façon générale, je trouve que Marvel fait très bien les choses en ce qui concerne cette collection, en proposant à la fois des réimpressions des années 70-80 et des comics plus récents des années 2000. Ainsi que vous soyez fan de vieux comics ou fan de comics plus récents, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que vous possédez déjà des albums de cette collection? Et si oui, est-ce que vous possédez des albums dont je n'ai pas parlé? À ce niveau-là, ça serait vraiment intéressant de savoir ce que vous en pensez, et si vous pouviez donner votre avis dans les commentaires, ça serait vraiment parfait. Comme toujours, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram pour suivre l'actualité des comics et des grands formats. Lisez plein de grands formats, plein de galeries éditions, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!